Ma mère m'a chassé à 16 ans, tu reviendras me supplier dans un mois. Mon père m'a claqué la porte au nez. Je suis parti. Je n'ai jamais regardé en arrière. Mais 11 ans plus tard, mon téléphone s'est allumé, 99 appels manqués. Il me suppliait de décrocher. Je m'appelle Sarah. J'ai 16 ans. Et la nuit où ma vie a volé en éclats, tout a commencé par une seule phrase. Ma mère m'a mise à la porte, à 16 ans seulement. Tu reviendras nous supplier, d'ici un mois. Mon père, lui, m'a claqué la porte au nez. Je suis parti. Je n'ai jamais regardé en arrière. Mais 11 ans plus tard, mon téléphone s'est illuminé. 99 appels manqués. Il me suppliait de décrocher. À l'époque, je n'étais qu'une enfant, avec de la douleur au bout des doigts, et un espoir stupide au fond du cœur. Je venais d'être accepté dans une prestigieuse école d'art, à l'autre bout de la ville, le genre d'endroit que les gens comme moi ne voient que sur les brochures. Je suis rentré à la maison, serrant cette lettre comme une bouée de sauvetage, pensant que mes parents me verraient enfin. Au lieu de cela, ma mère a lu les mots « École des Beaux-Arts » et a éclaté d'un rire dénué d'humour. Tu penses que barbouiller des couleurs sur une toile est un avenir? Absolument pas, elle a déchiqueté l'enveloppe, juste devant moi. De petits flocons blancs tombaient sur le sol, tandis que mon estomac se changeait en glace. Mon père, lui, ne s'est même pas assis. Il s'est approché, pointant un doigt accusateur vers le portfolio que j'avais passé des années à construire. Soit tu t'inscris en médecine, comme prévu, soit tu te débrouilles seul. Pas de maison, pas d'argent, plus de famille. Choisis. Mes joues brûlaient. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû serrer les poings, pour ne pas leur montrer. Alors, je me débrouillerai seul, m'entendais-je dire, même si chaque instinct de survie me hurlait de reculer. Son regard est devenu glacial. Très bien. Fais tes bagages. Tu reviendras nous supplier dans un mois. Il a ouvert la porte d'entrée avec une telle violence que le cadre a tremblé, puis il l'a claqué derrière moi, alors que je sortais avec un vieux sac à dos, et un carnet de croquis pressé contre ma poitrine. J'ai marché dans cette rue sombre, sentant mon enfance se briser derrière moi, comme un fil coupé. Je me suis juré que je préférerais mourir de faim plutôt que de ramper pour revenir. Je ne savais pas qu'un jour, ce serait eux qui me supplieraient. Avant que je ne vous dise ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment, et d'où regardez-vous ceci? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Je suis Sarah, 16 ans, debout sur un trottoir fissuré, avec un sac à dos et un portfolio. Et la seule chose que je possède, qui ressemble à un avenir, est une lettre d'acceptation pliée que mes parents ont tenté de détruire. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé d'un ami, mais mon esprit n'était pas avec les couvertures, ni avec l'oreiller emprunté. Il était à l'intérieur d'un tableau que je n'avais pas encore créé. Dans ma tête, je voyais une jeune fille tendant la main vers une porte, tandis que deux silhouettes sans visage se dressaient derrière elle, leurs mains tachées par les cendres de toile brûlée. Cette image ne me quittait plus. Quand je suis enfin arrivé sur le campus, une semaine plus tard, épuisé, terrifié et techniquement sans abri, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la sécurité, mais une possibilité. Le studio sentait l'acrylique et la térébenthine, et pour la première fois de ma vie, personne ne m'a dit que l'art était une perte de temps. J'ai rassemblé mes économies, payé le premier mois d'une minuscule chambre partagée près de l'école, et j'ai pris des services dans un restaurant miteux, ouvert tard le soir. Pendant la journée, je peignais jusqu'à avoir des crampes aux doigts. La nuit, je frottais des tables, en prétendant que mes pieds ne me faisaient pas souffrir le martyre. L'épuisement était brutal, mais c'était toujours mieux que d'étouffer dans cette maison. La première véritable chaleur humaine est venue d'un autre étudiant, dans mon cours de base. Un garçon aux boucles sauvages, avec de la peinture en permanence sous les ongles. Il a regardé mon premier travail, un croquis au fusain de ce couple de parents sans visage, et a sifflé doucement. Il y a de la colère là-dedans, a-t-il dit. Une vraie colère. Ne la perds pas, je ne m'en rendais pas compte alors, mais ce commentaire allait devenir la graine de quelque chose de plus sombre. L'art de la vengeance. Cette semaine-là, je me suis réveillé d'un cauchemar, trempé de sueur. Dans mon rêve, ma mère avait pris chaque toile que j'avais peinte, pour les jeter une à une dans une cheminée, souriant tandis que les couleurs s'enroulaient et noircissaient. Je me suis redressé d'un bond, j'ai saisi mon carnet, et j'ai commencé à dessiner la scène exactement comme je l'avais vue, mes mains cherchant les flammes, son visage déformé par la satisfaction. Le lendemain,
J'ai transformé ce croquis en tableau. Chaque coup de pinceau était comme un cri que je n'avais jamais eu le droit de pousser. Cette œuvre, mi-confession, mi-accusation, a attiré l'attention. Les professeurs s'attardaient devant elle. Les étudiants murmuraient, c'est brut. L'un d'eux a demandé, qui t'a fait du mal? J'ai juste esquissé un mince sourire, et j'ai continué à peindre. Je n'étais pas prête à répondre à voix haute. L'argent restait un problème constant. Mes parents m'avaient complètement coupé les vivres. Aucun appel, aucun message, rien qu'un blocage silencieux. Quand les frais de scolarité pour le trimestre suivant sont arrivés, je me suis rendue au bureau d'aide financière, tremblante, pour découvrir que ma demande de bourse avait été mystérieusement retirée du portail en ligne. Je n'avais rien retiré du tout. J'ai changé mon mot de passe, fixant l'écran avec incrédulité. Plus tard, j'ai appris d'un employé compréhensif que quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi, prétendant que j'avais décidé de ne pas poursuivre mes études d'art après tout. Il n'y avait que 2 personnes à qui cela profitait. Ma mâchoire s'est crispée si fort que cela faisait mal. S'il pensait que saboter mon avenir, à distance, me ferait ramper jusqu'à la maison, il ne me connaissait pas du tout. J'ai pris plus de garde. J'ai vendu des croquis dans la rue. J'ai peigné jusqu'à ce que ma vue se brouille. À 3 heures du matin, quand la solitude s'installait et que la pièce semblait trop silencieuse, une question tournait dans ma tête, comme un vautour, oserais-tu tout quitter, tout ce que tu as jamais connu, même si tu savais que la solitude te rongerait chaque nuit? Au moment de l'exposition étudiante de la mi-année, j'avais transformé ma colère en une série. 3 grandes toiles. Un enfant offrant un tableau rayonnant à 2 adultes de l'ombre. Les adultes le déchirant en 2. L'enfant s'éloignant, serrant les morceaux déchirés contre lui, comme une armure. Mon mentor m'a poussé à les présenter comme un ensemble. Les gens ont besoin de voir cette histoire, a-t-elle dit, c'est Léonette. C'est ça, le bon article. Le soir du vernissage, la galerie bourdonnait de conversations, de vin bon marché, et du cliquetis de chaussures coûteuses sur le béton poli. Je me tenais près de ma série, les paumes moites, prétendant que je ne surveillais pas chaque réaction comme si ma vie en dépendait. Certains regardaient en silence, d'autres se penchaient pour lire le petit cartel intitulé « Héritage ». Un garçon que j'avais déjà croisé m'a fait un signe de tête. « Qui sont-ils » a-t-il demandé, en désignant les silhouettes sombres. « Mes parents » ai-je simplement répondu. Il a ri maladroitement, pensant que je plaisantais. Je ne l'ai pas corrigé. Alors que la salle se remplissait, mon téléphone a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Puis encore, et encore. Je l'ai mis sous silence, me forçant à me concentrer. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Un changement dans l'air. Le genre de calme qui n'est pas du silence, mais une tension qui s'étire, comme un câble prêt à rompre. J'ai regardé vers l'entrée, et j'ai presque arrêté de respirer. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, habillée comme si elle assistait à un gala d'entreprise, les yeux balayant la pièce avec ce mélange familier de jugement et de calcul. Pendant une seconde, j'ai cru que j'hallucinais, un mirage causé par le stress. Mais son regard s'est verrouillé sur ma série. Son visage s'est durci. Elle s'est dirigée vers mon travail d'un pas lent et délibéré. La foule s'écartait sur son passage, comme si elle pressentait la tempête. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-elle sifflé en arrivant dans mon coin, la voix basse mais chargée de venin. « Est-ce ainsi que tu nous représentes ? Comme des monstres ?» La chaleur m'est montée au visage, mais je n'ai pas détourné le regard. Si le portrait vous ressemble. Ses yeux ont brillé. Elle s'est approchée de la peinture la plus proche, celle où les adultes déchirent le travail de l'enfant, et a levé la main comme si elle voulait arracher la toile du mur. Pendant un battement de cœur, j'étais de retour dans le salon de mes parents, regardant mon père briser mon carnet de croquis en 2 avant de le jeter à la poubelle, tandis que ma mère disait « Tu nous remercieras un jour pour ça ». Mon estomac s'est tordu si violemment que j'ai cru que j'allais être malade. « Ne faites pas ça », ai-je dit, la voix ferme, malgré mon pouls qui martelait mes oreilles. Toucher les œuvres est interdit par le règlement de la galerie. Les gens commençaient à former un demi-cercle autour de nous. Des murmures flottaient dans l'air. Elle a semblé enfin remarquer le public. Ses lèvres se sont étirées en un sourire fragile, mais ses yeux restaient acérés. « C'est donc ce que tu fais ? Peindre nos drames familiaux pour des inconnus ? Tu nous embarrasses. » « C'est vous qui vous êtes embarrassé tout seul », ai-je répondu calmement.
Je ne fais que documenter les faits. Avant qu'elle ne puisse répondre, Cory est apparu à mes côtés, comme s'il avait été appelé par l'attention. Désolé, a-t-il dit poliment mais fermement, en regardant ma mère. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous ne pouvez pas menacer l'œuvre. Son travail est l'un des plus puissants de cette galerie. Les gens autour ont hoché la tête. Quelqu'un a murmuré, elle est incroyable, juste assez fort pour que ma mère l'entende. Ses joues sont devenues d'un rouge déplaisant. Elle s'est redressée, tentant de reprendre le contrôle. Eh bien, profite de ton petit spectacle, a-t-elle ricané. On verra où cet art te mènera quand tu seras fauché et seul. Elle a pivoté sur ses talons et est sortie, ses chaussures martelant le sol. La porte s'est refermée derrière elle avec un bruit sourd, qui ressemblait beaucoup trop à la nuit où mon père me l'avait claqué au nez. Après son départ, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une petite foule s'est gravitée vers ma série, chuchotant à propos de la confrontation dont il venait d'être témoin. Un blogueur local m'a demandé s'il pouvait présenter les peintures et l'histoire qui se cachait derrière. Des invitations pour des expositions plus modestes ont suivi. L'humiliation qu'elle avait tenté de jeter sur moi, comme un filet, avait glissé pour retomber directement sur elle. J'ai regardé la porte vide, et j'ai senti quelque chose se transformer en moi. Pas de la tristesse, ni de la peur, mais une résolution froide et tranchante. Si mes parents insistaient pour transformer ma vie en champ de bataille, je m'assurerais que chaque blessure laisse une marque qu'ils ne pourraient pas effacer de leur réputation. Quand les applaudissements pour les prix de la soirée ont commencé, quelques minutes plus tard, et que j'ai entendu mon nom pour la série la plus marquante, une question a résonné dans mon esprit, plus forte que les bravos, quand les gens qui sont censés vous aimer vous tournent le dos, choisirez-vous de leur pardonner, ou laisserez-vous votre succès leur rendre les coups? Après l'exposition, la vie n'est pas devenue magiquement plus facile. Le petit prix en argent couvrait à peine un mois de loyer, et la rage de mes parents a dégénéré de toutes les manières qui ne laissent pas d'ecchymoses, mais des cicatrices. D'abord, il y a eu les emails, de longs paragraphes furieux m'accusant de salir le nom de la famille, et d'utiliser mon traumatisme comme une astuce marketing bon marché. Je les ai bloqués. Puis sont venus les appels de proches, répétant la version de mes parents, que j'avais fugué, que j'étais malade, ou que j'étais manipulé par de mauvaises influences. Une tante a même envoyé un message vocal disant que mon art était démoniaque. J'ai ri pour ne pas pleurer. Le coup le plus dur est survenu quelques mois plus tard. Je rentrais de mon service de nuit au restaurant, quand une voiture de police a roulé lentement à mes côtés. Ma gorge s'est serrée. L'officier est sorti, a demandé mon nom, puis a déclaré qu'ils avaient reçu un signalement pour une mineure disparue, que l'on pensait en danger. Cette mineure, c'était moi. Cette inquiétude, c'était mes parents essayant de me ramener à la maison, les menottes au poignet, comme si j'étais leur propriété. Au commissariat, après ce qui m'a semblé être des heures de questions, un officier a finalement fait glisser un papier sur la table pour que je le signe, reconnaissant que j'étais en sécurité, scolarisé, que je travaillais et que je n'étais sous aucune menace. Légalement, il ne pouvait pas me forcer à rentrer. Le dossier serait classé. L'officier m'a jeté un regard compatissant alors que je signais. Certains parents ne savent pas quand lâcher prise, a-t-il murmuré. Je suis ressorti dans l'air de la nuit, les mains tremblantes, la fureur bouillant sous ma peau. Ils avaient essayé de me dépeindre comme impuissante, instable, incapable. Très bien, pensais-je. Alors, je vais vous peindre exactement tel que vous êtes. Ce soir-là, j'ai ouvert mon journal, un carnet cabossé rempli de croquis inachevés et de gribouillis en colère, et j'ai commencé à écrire, comme une confession à mon futur moi. J'ai décrit chaque manipulation, chaque menace, chaque croquis brûlé et chaque toile déchiquetée. J'y ai collé de vieilles photos, mon père jetant mes fournitures d'art, ma mère déchirant un dessin qu'elle avait trouvé sous mon oreiller. Je ne savais pas pourquoi, mais il me semblait important de tout documenter, comme des preuves. Un mois plus tard, un prospectus est apparu sur le tableau d'affichage de l'école, un concours régional sur le thème « Vérité et conséquences », parrainé par une grande galerie. Le gagnant recevrait une bourse importante et la chance de montrer son travail à de sérieux collectionneurs. L'expression « vérité et conséquences » tournait en boucle dans ma tête. Je savais exactement quelle vérité je voulais afficher sur un mur. J'ai conçu une œuvre qui me terrifiait moi-même, un portrait de famille imposant et déformé. Les visages des parents étaient photoréalistes, reconnaissables par quiconque les connaissait, mais fissurés en leur milieu comme de la porcelaine brisée. Derrière eux, au lieu d'un foyer, se dessinait un tribunal, un hôpital,
et une maison avec des panneaux de saisie immobilière. Des images de l'avenir que je leur souhaitais chaque fois qu'ils disaient que je reviendrais en rampant. L'enfant dans le tableau, moi, tourné entièrement le dos au cadre, marchant vers une toile vierge qui brillait comme une porte de sortie. J'ai peint jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal et que ma vue se trouble. Pendant les pauses, je relisais les entrées de mon journal, laissant les souvenirs me piquer pour pouvoir traîner cette douleur sur la toile. Un soir, mon téléphone s'est illuminé avec le nom de ma mère. Contre mon propre jugement, j'ai répondu. Nous avons appris que tu as fait une scène avec la police, a-t-elle commencé, sans salutation. Sais-tu quelle image cela donne de nous? Les gens pensent que nous ne nous soucions pas de notre propre fille. J'ai eu un rire amer. Vous vous souciez beaucoup de votre image, mais pas tellement de moi. Il y a eu un silence sur la ligne. Puis la voix de mon père est intervenue, dure et tranchante. Tu es toujours sous notre responsabilité jusqu'à tes 18 ans. Rentre à la maison et nous réglerons cela. Abandonne ces absurdités artistiques. Inscris-toi à de vrais cours, et nous ferons comme si cette phase n'avait jamais existé. Quelque chose en moi s'est brisé net, comme une corde coupée par un couteau. Non, ai-je dit calmement. Vous m'avez appris que les choix ont des conséquences. Maintenant, c'est votre tour. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était l'adrénaline et la clarté féroce de quelqu'un qui a enfin choisi sa propre voie. En fixant ce tableau à moitié terminé, je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'entrerais dans ce concours. Je dirais la vérité sur toile, même si cela devait briser ce qu'il restait de notre relation. Alors que j'ajoutais des couches de peinture, une autre question s'est levée dans ma poitrine, lourde et acérée. Si les mêmes personnes qui vous ont poussé au bord du gouffre vous demandaient soudainement pardon, le leur donneriez-vous, ou les laisseriez-vous vivre avec le désastre qu'ils ont eux-mêmes créé? Les semaines précédant le concours régional se sont confondues dans un flou de peinture, de café et de nuits sans sommeil. Chaque coup de pinceau sur la toile était comme si je gravais mon histoire dans la pierre. Des professeurs s'arrêtaient devant mon chevalet et s'attardaient. L'un d'eux, un critique notoirement sévère, a fixé le portrait de famille pendant un long moment avant de dire « c'est inconfortable à regarder ». Cela signifie que c'est important. Ces mots se sont logés dans ma poitrine comme une étrange forme de réconfort. Puis est arrivé le message qui m'a retourné l'estomac. Ma mère voulait me voir pour discuter de la catastrophe que tu es sur le point de provoquer. Contre toute attente, j'ai accepté. Non pas parce que je voulais son approbation, mais parce qu'une partie de moi voulait voir la peur dans ses yeux. Nous nous sommes retrouvés dans un café calme, loin du campus. Lorsqu'elle est entrée, j'ai immédiatement remarqué les changements. Les rides autour de sa bouche s'étaient creusées. Il y avait une tension dans ses épaules que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient attachés en un chignon précipité. Pendant une seconde, j'ai presque failli ne pas la reconnaître. « Sarah » a-t-elle dit, en s'asseyant en face de moi. Pas de câlin, pas de sourire, juste mon prénom. J'ai vu le prospectus. Ton école a publié ta candidature en ligne. As-tu la moindre idée de ce que ce tableau va nous faire? J'ai pris une lente gorgée de mon café, laissant le silence s'étirer. Tu veux dire, ce qu'il va faire à votre réputation? Les jeux corrigés. Ma vie n'est plus sous votre contrôle. Sa mâchoire s'est crispée. Tu nous fais passer pour des monstres. Les gens à l'église, au travail. Elle s'est interrompue, détournant le regard. Ce lapsus m'en a dit plus qu'elle ne le souhaitait. Je me suis penché en avant. Qu'est-ce qui s'est passé au travail? Ses yeux ont croisé les miens, la colère et quelque chose comme de la panique qui vacillait. Rien dont tu aies besoin de te soucier. Ce qui signifiait que tout allait mal. Plus tard, par un cousin qui m'envoyait encore des messages en secret, j'ai appris l'histoire. Ma mère s'était vantée pendant des années de sa fille parfaite, destinée à faire médecine. Quand la vérité a éclaté que j'avais été mise à la porte et privée de tout pour avoir choisi l'art, les murmures ont commencé. Un collègue, dont l'enfant fréquentait mon école d'art, avait vu la série « Héritage » en ligne et avait reconnu le visage de ma mère dans les ombres. Le mot a circulé. Des plaintes ont été déposées concernant son comportement non professionnel, lorsqu'elle pestait au bureau contre les enfants ingrats. Elle a été discrètement rétrogradée. Son image parfaite s'était fissurée. Assise face à elle, observant le tremblement de sa main alors qu'elle levait sa tasse, j'ai senti une satisfaction sombre m'envahir.
Des conséquences. Ils pensent que je suis une mauvaise mère, a-t-elle dit, la voix basse. Ils ne comprennent pas les sacrifices que j'ai faits. Tu as mis le feu à mes rêves, et tu t'étonnes maintenant que la fumée se voit, ai-je répondu. Son regard s'est posé sur moi, blessé. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Je voulais de la stabilité pour toi, une vraie carrière. Non, ai-je dit, en secouant la tête. Tu voulais le contrôle. Il y a une différence. Pendant un instant, le masque est tombé. J'ai vu, non pas la femme froide et exigeante avec laquelle j'avais grandi, mais un être humain fatigué et effrayé, dont la vie soigneusement orchestrée s'effondrait. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Les mots étaient si faibles que j'ai failli ne pas les entendre. Je ne pensais pas que ça. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. La colère a jailli. Tu m'as dit que je reviendrais vous supplier dans un mois. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'avais tort. Sa voix s'est brisée. Tu veux que je dise que j'avais tort? Très bien, j'avais tort. Mais ce tableau, il va détruire le peu de respect qu'il nous reste. Les affaires de ton père dépendent de cette image, nos finances. Elle était là, la vraie raison. Pas ma douleur, mais leur argent. Je me suis reculé, laissant la réalité s'installer. Donc, tu n'es pas ici pour me comprendre, ai-je dit doucement. Tu es ici pour me demander de te protéger, encore une fois. Elle a dégluti, incapable de nier. Tu pourrais peindre autre chose, a-t-elle suggéré. Quelque chose de moins personnel. Si tu retires cette œuvre du concours, ton père et moi pourrons t'aider. Nous pouvons payer tes frais de scolarité. Nous pouvons régler les problèmes de bourse. Nous pouvons arranger les choses. L'offre flottait entre nous comme une fleur empoisonnée, la sécurité, la stabilité, à condition que j'efface la vérité. J'ai regardé ma mère, et des éclairs de souvenirs m'ont traversé. Elle déchirant mon premier tableau. Elle restant silencieuse pendant que mon père me disait de sortir. Elle appelant la police au lieu de m'appeler pour savoir si j'allais bien. Vous n'essayez pas d'arranger les choses, ai-je dit finalement. Vous essayez de revenir à une version de moi qui n'existe plus. Elle a tressailli. Pendant un moment, le bruit du café s'est estompé et il n'y avait plus que nous, une mère et sa fille, en équilibre sur le fil d'un choix qui déciderait de tout. Tu veux savoir quel genre de mère tu es, ai-je demandé doucement. Tu es la raison pour laquelle mon art a des dents. Je me suis levé, repoussant ma chaise. Je ne retirerai pas le tableau. Elle m'a regardé, les yeux brillants d'un mélange de fureur et de blessure. Si tu fais ça, ne viens pas nous voir quand tout s'écroulera. J'ai failli rire. Vous vous êtes déjà assuré qu'il n'y ait plus d'endroit où revenir. En sortant du café, mes mains tremblaient. Non pas de peur, mais de la puissance brute de celle qui refuse enfin d'être achetée. Une pensée résonnait dans mon esprit comme un battement de tambour, une seule excuse peut-elle jamais effacer des années passées à s'entendre dire que nos rêves ne valaient rien? Ou y a-t-il un point où le mot « pardon » arrive trop tard pour avoir de l'importance? La semaine du concours régional a été comme de se tenir dans l'œil d'une tempête, un calme surnaturel, avec le chaos tourbillonnant juste hors de vue. J'ai à peine dormi. Mais cette fois, ce n'était pas à cause du doute. C'était l'adrénaline de quelqu'un qui s'apprête à craquer une allumette dans une pièce remplie de papier sec. Le lieu du concours était immense. Un entrepôt réaffecté, avec de hauts plafonds et des murs blancs qui faisaient hurler chaque couleur. Mon œuvre, vérité et conséquence, était accrochée sur un mur central, impossible à manquer. Les visages fissurés de mes parents surveillaient la pièce comme des seins brisés sur un vitrail. Les panneaux de saisie et les couloirs d'hôpital derrière eux étaient dessinés avec une précision impitoyable. L'enfant qui s'éloignait brillait au bord du cadre, se dirigeant vers cette toile vierge et lumineuse. Pendant l'installation, j'ai passé mes doigts légèrement sur la peinture sèche, me souvenant des nuits où j'avais peint jusqu'à ce que mes mains s'engourdissent. J'avais caché de petits détails dans l'œuvre, des références subtiles que seules les personnes connaissant notre famille pourraient saisir, la montre de mon père, le collier préféré de ma mère, la plaque gravée de son entreprise autrefois prospère, maintenant éclatée et à moitié enterrée dans le décor. Ce n'était pas seulement de l'art. C'était un témoignage. Le matin de l'ouverture, ma boîte de réception a signalé un email de mon père, un bloc de texte froid, menaçant de poursuites judiciaires si je continuais à diffamer la famille. Je l'ai transféré à mon professeur, qui l'a transmis aux organisateurs du concours. Une réponse succincte est revenue, l'expression artistique est protégée.
Nous soutenons nos artistes. Pour la première fois de ma vie, des adultes ayant du pouvoir se tenaient à mes côtés au lieu de s'opposer à moi. Quand les portes se sont enfin ouvertes au public, la salle a été envahie par la foule, des critiques, des journalistes locaux, des collectionneurs, des étudiants. Je suis resté à distance au début, observant d'un coin alors qu'ils s'approchaient de mon œuvre. Les visages changeaient, curiosité, inconfort, fascination. Quelqu'un a murmuré, c'est brutal, d'un ton presque admiratif. J'ai vu une femme prendre une photo, puis une autre de l'étiquette en dessous, Sarah Tran, 16 ans. Mon âge faisait partie du choc. Puis je les ai vus. Mes parents sont entrés ensemble, habillés comme s'ils allaient à un gala plutôt qu'à un procès dont ils ignoraient être les accusés. La mâchoire de mon père était déjà contractée, ses épaules raides. Les yeux de ma mère parcouraient nerveusement la pièce jusqu'à ce qu'ils tombent sur le tableau. J'ai vu le moment exact où la reconnaissance les a frappés. Leurs pas ont vacillé. Le visage de mon père est passé de la confusion à la fureur en quelques secondes. La main de ma mère a volé vers sa bouche. Ils sont restés là, figés devant le reflet, plus grand que nature, de leur pire facette. Quelques personnes à proximité ont compris qui ils étaient. Les murmures ont commencé, vifs et acérés. Un homme que j'ai reconnu comme un journaliste local a haussé les sourcils, jetant des regards entre la toile et mes parents, comme s'il venait de tomber sur l'histoire de l'année. Mon père s'est retourné, cherchant dans la foule, et m'a trouvé. Nos regards se sont croisés. Pendant un battement de cœur, la pièce a disparu. Décroche ça, a-t-il sifflé en m'atteignant, la voix basse mais tremblante. Tout de suite. J'ai soutenu son regard sans faiblir. Non. Son visage est devenu rouge. C'est de la calomnie. C'est une peinture, ai-je dit calmement. Mais si vous voulez parler des faits réels qui l'ont inspiré, j'ai un journal rempli de dates, de détails et de témoins. Nous pouvons porter cela devant les tribunaux si vous préférez. Vérité et conséquence, vous vous souvenez? Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Pour une fois, il n'avait pas de réplique immédiate. Ma mère restait derrière lui, les yeux vitreux de panique. Sarah, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Nous sommes déjà. Les choses vont mal. L'entreprise est en difficulté. Les gens ont cessé de faire confiance à ton père après ces rumeurs au travail, après l'histoire de la police, après que ta petite série a circulé en ligne. Ça va nous ruiner. Les mots m'ont frappé, mais pas de la manière qu'elle espérait. Pendant toutes ces années, il m'avait dit que j'échouerais sans eux, que je n'étais rien seul, et maintenant mon art avait le pouvoir de les ruiner. Je me sentais à la fois puissante et étrangement triste. Vous vous êtes fait ça tout seul, ai-je dit doucement. Je n'ai fait que peindre ce qui s'est passé. Les juges ont appelé tout le monde pour la remise des prix. Mon cœur martelait mes côtes pendant qu'ils énuméraient les mentions honorables. Puis le 3e prix, le 2e. Lorsqu'ils ont annoncé le gagnant du grand prix, j'ai entendu mon nom. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis les applaudissements ont déferlé sur moi, et la pièce a semblé vaciller. Je me suis avancé vers l'avant, les jambes instables, la vue se rétrécissant alors que j'acceptais le certificat et l'enveloppe contenant le chèque de la bourse. Les flashs crépitaient. Quelqu'un m'a demandé de dire quelques mots. Je me suis approché du micro, les doigts agrippés au bord du pupitre. Mes parents se tenaient au fond de la salle, petits et tendus sous leur propre visage fissuré. Cette œuvre parle de ce qui arrive, ai-je dit, la voix assurée, quand les gens qui sont censés vous protéger deviennent ceux qui vous brisent. Quand ils se soucient plus de leur image que de votre bonheur. Parfois, la seule façon de survivre est de dire la vérité si fort qu'elle étouffe leurs mensonges. Un silence s'est installé. J'ai pris une inspiration. Pour tous ceux à qui on a dit que leur rêve était une phase, une déception ou une perte de temps, ceci est pour vous. Les applaudissements, cette fois, étaient différents. Pas seulement polis, mais tonitruants, comme si quelque chose dans la pièce avait basculé. Je suis descendu, et pour la première fois, je n'ai pas cherché la réaction de mes parents. Je n'en avais pas besoin. Ce jour-là, un segment des informations locales a diffusé l'histoire de l'artiste adolescente dont les parents avaient tenté de faire taire la vérité. Les clients ont discrètement cessé d'appeler mon père. Ma mère s'est encore plus repliée sur elle-même au travail. Leur monde a commencé à s'effriter, petit à petit, sous le poids des conséquences qu'ils avaient tant essayé d'éviter. Alors que je rangeais mes fournitures ce soir-là, épuisé mais étrangement calme, une question persistait dans mon esprit,
s'adressant non seulement à moi, mais à quiconque écoutait, quand le succès vous trouve enfin après des années d'oppression, l'utiliserez-vous pour vous guérir, ou pour vous assurer que ceux qui vous ont blessé ressentent chaque once de la douleur qu'ils ont causée? 11 ans plus tard, j'avais 27 ans, et mon téléphone s'est illuminé sur la table de mon atelier. 99 appels manqués, provenant du même numéro. Le numéro que j'avais mis en sourdine, puis bloqué, puis débloqué, juste pour pouvoir le voir et choisir de ne pas répondre. La ligne fixe de la maison de mes parents. Les mots de cette nuit-là, quand j'avais 16 ans, résonnaient dans ma tête comme un enregistrement impossible à effacer, « Tu reviendras nous supplier dans un mois ». J'ai levé les yeux vers le mur en face de moi, où était accrochée une peinture beaucoup plus récente. Elle faisait partie d'une série qui avait fait le tour de 3 pays, dont on avait parlé dans les magazines et que l'on étudiait dans les cours d'art. Celle-ci montrait un téléphone explosant de lumière, avec 99 appels manqués brillants sur l'écran. Dans le reflet de la surface vitrée, on pouvait deviner un couple de visages plus âgés, désespérés, flous mais reconnaissables. Derrière le téléphone, la silhouette d'une femme se tenait devant une fenêtre ouverte, regardant vers une ville au lieu de se retourner vers l'appareil qui sonnait. Cette femme, c'était moi. Ma carrière avait décollé après le concours. La bourse avait payé le reste de mes études d'art. Les commandes ont suivi. J'ai animé des ateliers, vendu des tirages, signé avec une galerie qui comprenait que je ne peignais pas seulement de jolies images. Je peignais la survie. Des gens qui avaient grandi comme moi se reconnaissaient dans mon travail et m'écrivaient du monde entier. Pendant ce temps, la vie de mes parents suivait le chemin que j'avais imaginé dans ce portrait brutal des années plus tôt. Les murmures étaient devenus publics. Les clients avaient abandonné l'entreprise de mon père après que l'article sur la fille disparue et l'artiste muselé soit devenu viral. Un mauvais investissement les avait achevés. La maison où j'avais grandi avait été vendue pour couvrir les dettes. Ils avaient emménagé dans un appartement exigu, loin du quartier chic dont ils se vantaient autrefois. J'ai appris ces détails non pas parce que je les cherchais, mais parce qu'Internet n'oublie jamais, et que notre ville natale adorait les potins. La première fois que ma mère a appelé, après des années de silence, j'ai laissé l'appel aller vers la messagerie. Sa voix était plus petite, usée. « Sarah, nous n'allons pas bien. La santé de ton père. Nous aurions vraiment besoin de ton aide. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Je ne l'ai pas fait. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, je suis allé dans mon atelier et j'ai peint, canalisant ce nœud complexe de pitié et de rage dans la couleur. Ce n'était plus de la haine pure. C'était quelque chose de plus lourd, de plus emmêlé, une colère teintée du souvenir d'une jeune fille de 16 ans sur un trottoir froid, sans nulle part où aller. Aujourd'hui, en ce mardi ordinaire, l'écran hurlait 99 appels manqués. Ma poitrine était oppressée, mon souffle court, non pas de peur, mais sous le poids de ce que signifierait décrocher, ou ne pas décrocher. J'ai laissé sonner une fois de plus. Puis, enfin, pour la première fois depuis des années, j'ai répondu. Le silence a grésillé sur la ligne pendant 2 secondes. Puis la voix de ma mère est arrivée, brute et enrouée. Sarah. J'entendais des bruits en arrière-plan, des moniteurs d'hôpital, des annonces lointaines. Nous avons essayé de te joindre. J'ai remarqué, ai-je dit, en gardant un ton neutre. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu une pause, puis la voix de mon père, plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Nous avons besoin d'aide. Les factures médicales, les dettes. Nous perdons tout. Un rire amer est monté dans ma gorge avant que je ne puisse l'arrêter. J'ai tout perdu à 16 ans. Nous avions tort, a-t-il dit. Les mots semblaient douloureux à prononcer. À propos de ton art, à propos de la façon dont nous t'avons traité. Je sais qu'il est trop tard pour demander, mais s'il te plaît. Nous te supplions. Le mot « supplier » flottait dans l'air entre nous, chargé d'ironie. Il m'avait dit autrefois que je reviendrais les supplier. Maintenant, c'était eux qui étaient à genoux, même si je ne pouvais pas le voir. Pendant quelques secondes, je n'ai pas parlé. Mon esprit rejouait les images, la porte claquée au nez, le commissariat, les toiles déchiquetées, les larmes de ma mère au café, la façon dont ils avaient essayé d'acheter mon silence. Puis d'autres images, mon premier vernissage en solo, le message d'un fan disant que mon travail lui avait donné le courage de quitter un foyer abusif, ce gamin qui s'était présenté à ma dédicace avec les mains tachées de peinture et m'avait dit « Mes parents détestent mon art aussi, mais je n'abandonne pas ». Je me suis approché de la fenêtre, regardant la ville qui était devenue ma véritable maison.
Voici la vérité, ai-je dit lentement. J'ai construit cette vie sans vous. Chaque toile, chaque chèque de paye, chaque nuit blanche. Vous n'étiez pas là. En fait, vous étiez la raison pour laquelle j'ai dû me battre si durement au départ. La voix de ma mère tremblait. Nous le savons, et nous sommes désolés. Vraiment. Est-ce qu'on peut au moins se voir? Parler? Essayer d'arranger les choses? Mes yeux piquaient, mais j'ai refusé de laisser couler les larmes. Vous voulez le pardon maintenant que vous avez tout perdu, ai-je murmuré. Auriez-vous appelé si vous étiez toujours dans cette grande maison, avec votre réputation parfaite et votre mensonge parfait? Le silence m'a répondu plus fort que les mots. Je connaissais déjà la vérité. J'aurais pu raccrocher. Les laisser se noyer dans les conséquences qu'ils avaient eux-mêmes versées sur moi en premier. Une partie de moi le voulait. Cette partie se souvenait de chaque phrase cruelle, mot pour mot. Une autre partie, plus petite mais insistante, chuchotait que porter cette haine pour toujours m'enchaînerait à eux tout autant que l'obéissance l'avait fait. J'ai pris une grande inspiration. Je ne suis pas votre filet de sécurité, ai-je dit. Je ne serai pas votre banque. Je n'effacerai pas ce que vous avez fait. Leur souffle s'est coupé, mais j'ai continué, me surprenant moi-même, mais je ne serai pas non plus la personne qui vous regarde mourir par principe. Je vais demander à mon avocat de contacter l'hôpital pour un plan de paiement. Cela passera par une fondation, pas en mon nom. Vous n'obtiendrez pas mon pardon juste parce que vous avez peur. Cela doit se gagner lentement, avec le temps. Et vous ne l'obtiendrez peut-être jamais totalement, mais vous ne serez pas non plus à la rue à cause de moi. Mon père a commencé à parler, mais je l'ai coupé. Ce n'est pas une réconciliation. C'est moi qui choisis de ne pas devenir aussi cruel que vous l'avez été. C'est tout. Un sanglot étouffé a retenti à l'autre bout du fil. Ma mère, je pense. Merci, a-t-elle chuchoté. Merci, Sarah. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. Mes mains tremblaient en posant le téléphone, mais il y avait une étrange légèreté dans ma poitrine, comme si une fenêtre venait d'être entr'ouverte dans une pièce scellée depuis trop longtemps. Je suis retourné vers la peinture du téléphone brillant et de la femme à la fenêtre, et j'ai repris un pinceau. Dans le reflet sur l'écran de verre, j'ai ajouté un tout petit nouveau détail, le contour léger d'une porte au loin, pas totalement ouverte, pas totalement fermée. Une possibilité, pas une promesse. Parce que c'était cela, la vérité. Je n'étais pas revenu supplier au bout d'un mois. Au lieu de cela, 11 ans plus tard, c'était eux qui me suppliaient de décrocher, et je l'ai fait, mais à mes conditions. Alors, maintenant, je vous pose la question qui m'a hanté depuis cette première nuit, si les personnes qui vous ont jeté dehors, qui vous ont regardé vous briser en appelant cela de la discipline, réapparaissaient des années plus tard les mains vides et les yeux désespérés, leur ouvririez-vous la porte, ou les laisseriez-vous dehors, pour qu'ils ressentent le froid dans lequel ils vous ont autrefois plongé?